Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, voici les titres de ce lundi 27 avril. La mobilisation est en marche 48 heures après le séisme du Népal. Les associations reçoivent déjà des dons. Rencontre avec les responsables de Pomme Cannelle qui vient en aide aux jeunes Népalais de la rue. C'est le moment d'acheter. Depuis plusieurs mois, le prix des maisons est en baisse, sauf peut-être sur le littoral où la situation serait même inversée. Enfin, rencontre avec Maxime Charrier. Il est l'un des seuls en Vendée à pratiquer le cosplay. Ce jeune est un passionné de manga, de bande dessinée et de jeux vidéo. C'est elle qui crée les costumes de ses personnages préférés pour ensuite les porter. L'actualité de ce 27 avril, c'est donc d'abord ce puissant séisme qui a frappé le Népal samedi matin. C'est le plus meurtrier depuis 80 ans. Ce lundi, on dénombre déjà plus de 3700 victimes, dont 2 Français. Plus de 600 autres sont encore portés disparus depuis le drame. C'est une mobilisation internationale qui s'organise sur place, bien sûr, avec l'arrivée de l'aide humanitaire. Mais en France aussi, les associations se mobilisent. Exemple avec Pomme Cannelle. Tout au long de l'année, cet organisme vient en aide aux enfants népalais en construisant notamment des foyers d'accueil. Aujourd'hui, les bénévoles reçoivent des appels et des dons, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. Ma participation suite au tremblement de terre, j'espère qu'il n'y a pas de victimes au foyer APC, bien cordialement. Des messages comme celui-ci, André n'arrête pas d'en recevoir depuis samedi, des dons mais aussi des demandes de parrainage d'enfants du Népal. Des demandes pour le moment difficiles à mettre en place. Les enfants qui sont dans l'attente d'un parrain sont dans leur famille dont on n'a pas de nouvelles. Donc je leur réponds que dans un premier temps, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est effectivement d'effectuer un don au profit de notre association, parce que nous venons d'ouvrir un compte spécial séisme. Depuis la catastrophe, Pomme Cannelle se mobilise donc, mais s'inquiète aussi. Bernadette et son mari n'ont plus de nouvelles des gens qu'ils ont rencontrés et des amis qu'ils se sont faits au fur et à mesure de leur voyage, et précisément à Katmandou, une ville que Bernadette connaît très bien. J'ai envoyé un SMS à Tirta, tu sais, le frère de Panta, et j'ai pas de nouvelles, quoi. Nous connaissons particulièrement des gens là-bas pour lesquels nous n'avons pas de nouvelles. Donc il est vrai que pour nous, c'est quand même l'inquiétude. Nous vivons au rythme des informations et des quelques mails qui arrivent à passer. Mais pour nous, c'est un réel souci. Oui, effectivement, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à tous ces gens et qui vont être dans la misère, probablement pour un certain temps, car vu l'économie du pays, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir reconstruire rapidement. Avec les milliers de disparus, il y a aussi des monuments historiques entièrement détruits. Le mari de Bernadette en a photographié beaucoup durant ses nombreux voyages au Népal. Difficile pour lui de se dire qu'il y en a certains qu'il ne verra plus. Moi, ça me touche terriblement de voir tous ces monuments par terre parce que c'est quand même, quand on va au Népal, si on va à Durbar Square, il y a des monuments, il y a des marchés parmi les monuments, il y a plein de choses. Ces monuments qui disparaissent, c'est comme si à Paris, demain, le Champ de Mars ou la Tour Eiffel n'étaient plus là. De nombreuses personnes se mobilisent donc jusqu'ici en Vendée pour cette catastrophe qui est loin de concerner uniquement les habitants du Népal. Et précisons que depuis 2001, l'association Pomme Cannelle a construit plusieurs foyers d'accueil pour les jeunes auxquels elle vient en aide. D'après leurs informations sur place, les enfants sont sains et saufs et malgré ce séisme de magnitude 7,8, les établissements sont restés debout. Et précisons qu'un appel d'urgence a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères. En France, l'actualité de ce début de semaine, c'est également la journée nationale de la déportation. Elle s'est déroulée dimanche dans de nombreuses villes, comme à La Roche-sur-Yon. Vous le voyez sur ces images d'Anne-Lise Vinet. Cette commémoration est l'occasion de rendre hommage aux déportés de la Seconde Guerre mondiale. Une plaque a d'ailleurs été dévoilée, notamment en souvenir des derniers déportés juifs. En janvier 1944, ils ont quitté La Roche-sur-Yon pour les camps, comme nous l'explique le maire de la ville. Ils sont donc 41 à avoir été enfermés et puis une partie d'entre eux déportés sur Auschwitz. Un seul est revenu, M. Alkrich, que nous allons honorer aujourd'hui pour lui, pour sa mémoire, sa famille qui est ici aujourd'hui, ses descendants. Et puis bien sûr en la mémoire, en l'honneur de tous ceux qui ont eu à souffrir de cette barbarie.
Et cette fin avril sera marquée par les nombreux hommages aux victimes, quelles qu'elles soient, puisqu'avant les célébrations en souvenir des déportés, ce sont les Arméniens qui ont été honorés. Vendredi, la France a commémoré le centenaire du génocide arménien. En 1915, plus d'1 million d'Arméniens ont été massacrés par les Turcs en Turquie, en Vendée, pour les quelques 150 familles, tout comme pour les autres partout en France. Cette reconnaissance était importante et attendue. C'est une histoire très triste pour nous. Et pour le mémoire des victimes, on est là avec tous les Arméniens et ceux qui acceptent et qui veulent se souvenir bien ce mémoire-là. C'est pas seulement que pour l'Arménie en fait, si vous voulez. C'est le 100e anniversaire, il est toujours pas reconnu. Et pour nous, c'est important que ce soit reconnu, non seulement pour l'Arménie, mais aussi pour la paix de tout le monde en fait, si vous voulez. C'est vrai que c'est un massacre qui a fait beaucoup de mal chez nous. Et l'important, c'est que voilà, on ne sait pas comment faire pour que ce soit reconnu par le monde, quoi. Au chapitre économie à présent, le bâtiment va toujours mal. C'est en tout cas ce qui ressort de l'Assemblée générale de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises. Les permis de construire sont en effet en baisse. Conséquence, en 2014, le secteur a perdu plus de 800 salariés. Et la situation ne s'est pas arrangée en ce début d'année. De nombreuses entreprises ont subi du chômage partiel. Le nombre d'heures de chômage comptabilisées en janvier et février 2015 représente l'année entière de 2014. Pour les professionnels vendéens, la crise est donc encore bien présente, comme le souligne le président de la CAPEB. La Vendée a fait le dos rond les années précédentes, mais là les entreprises sont arrivées, on va dire, au bout du bout au niveau de la trésorerie. Et donc là, les entreprises sont en train de perdre du personnel, c'est pas leur choix. Du fait de l'activité en plus qui est très tendue, on a des prix qui sont hyper tendus également, ce qui pour certains va devenir dramatique et va certainement se terminer au tribunal de commerce. Du côté des acheteurs, en revanche, bonne nouvelle, le prix des ventes est en baisse. Une étude de la Chambre des notaires vient de le confirmer. Au niveau national, les maisons sont en effet de moins en moins chères. C'est donc le retour des acheteurs. En Vendée, en revanche, les prix se maintiennent du moins sur le littoral. Le point avec Samuel Grasset. À vendre, quartier résidentiel de Chantonnay, pavillon de plein pied, 3 chambres, 1 bureau, 800 mètres carrés de terrain. On est aux alentours des 180 000 €, frais d'agence inclus. C'est un prix correct par rapport au marché actuel. Voilà. Donc c'est un pavillon qui devrait se vendre très rapidement. Des maisons à moins de 180 000 €, c'est actuellement le type de bien le plus recherché. Cette agence peine presque à satisfaire les demandes. Après une année 2009 catastrophique et près de 5 ans de stagnation, Florence Landreau voit revenir depuis 6 mois les couples qui veulent acheter pour la première fois. C'est plutôt des primo-accédants, donc entre 25 et 35 voire 40 ans, qui étaient en attente en fait par rapport à leur situation de travail. Et puis, par rapport à la conjoncture actuelle, plutôt, 2014 qui était plutôt morose. Et voilà, avec la baisse des taux d'intérêt, les clients se lancent plus facilement. Mais la reprise ne se constate pas partout. Les maisons anciennes peinent à se vendre à La Roche-sur-Yon. À Luçon, à Cugand, les prix ont chuté de 10 à 15% l'an dernier. Sur le littoral, en revanche, le marché de l'immobilier reste dynamique, notamment à Saint-Vincent-sur-Jard, à Bardemont ou Bretignolles. Les prix ont grimpé en moyenne de 2,8% de Noirmoutier à Talmont. Ce marché résiste, qui est plutôt pour moi un facteur d'optimisme parce que ce sont des marchés qui normalement sont assez sensibles avec une forte proportion de résidences secondaires. Et le fait que les marchés se tiennent bien, ça démontre bien qu'on n'a pas eu de bulle spéculative qui se mettrait à exploser. Selon la Chambre des notaires de Vendée, la reprise pour le marché de l'immobilier, ce sera véritablement en 2016, notamment dans le secteur de la construction neuve. Au chapitre éducation à présent, l'école, c'est aussi le lieu de rencontre et d'ouverture. La preuve avec le programme Erasmus qui chaque année permet aux jeunes de se rendre dans différents pays d'Europe. À Chantonnay, par exemple, les lycéens sont partis en Espagne et viennent d'accueillir des Polonais. Aurélia Horner a d'ailleurs assisté à l'un des cours où les sciences ne connaissent pas de frontières.
Elle est française, il est polonais et il parle anglais. Durant une semaine, Christophe est accueilli dans la famille de Julie. Une expérience enrichissante à tout point de vue. Je trouve que c'est super intéressant de découvrir des nouvelles cultures et des nouvelles personnes. Et même d'un niveau linguistique, c'est super parce que comme ça nous donne envie d'apprendre les langues. Je vis dans la maison de ma correspondante. Sa famille me traite comme un membre de leur famille. C'est une expérience très enrichissante car j'apprends les coutumes françaises, leur cuisine, leur comportement. Un programme Erasmus qui rassemble 3 lycées de 3 pays européens, la France, la Pologne et l'Espagne, autour d'un même sujet, la transition énergétique. D'abord, sur le plan de l'ouverture culturelle, c'est un programme Erasmus, c'est quelque chose de formidable. Les élèves communiquent dans une langue qui est l'anglais. Alors pour nos élèves français, c'est quelque chose de vraiment très très motivant. Hein. Et puis l'autre objectif, bien sûr, c'est sur le plan culturel, sur le plan pédagogique, de mener des projets, en tout cas d'être dans quelque chose de concret. Au programme cet après-midi, une expérience scientifique dans le cadre du cours de SVT. Un exercice pratique, idéal pour faire communiquer les élèves entre eux. Ils sont portés par ce qu'il y a à faire et donc ils vont échanger. Alors ils vont échanger quelquefois dans les 3 langues. Il y a un petit peu d'espagnol qui vient, un petit peu d'anglais, un petit peu de français. Et de toute façon, au-delà de la langue, ils vont chercher. Il va forcément falloir communiquer d'une façon comme une autre pour que le TP avance. Et c'est très productif de ce point de vue-là. Après avoir passé une semaine en Espagne, les Français ont accueilli les Polonais durant une semaine. Prochaine étape, les Espagnols se rendront en Pologne à la rentrée prochaine. Un programme sur 2 ans qui laisse donc présager encore beaucoup d'échanges. On prend le large à présent puisque samedi, la SNSM était à l'honneur à Talmont-Saint-Hilaire. Alors rappelons que la SNSM, ce sont toutes ces personnes qui surveillent nos côtes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En Vendée, ils sont plus de 280 à se relayer toute l'année et ce sont tous des bénévoles. Samedi, c'est donc leur engagement qui a été célébré à l'occasion de la fête départementale. Toute la journée, les animations se sont donc succédées, notamment avec une grande sortie en mer. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Comme chaque lundi, on passe au sport et comme souvent, on va parler foot notamment puisque les Luçonnais enchaînent les victoires et se rapprochent donc d'une montée en Ligue 2. Mais ce week-end, il y avait également de la voile avec une quarantaine de skippers pour la solo maître coq et puis du tennis fauteuil et la présence du multi-champion Stéphane Houdet. On voit tout ça en images. Vendredi soir, les Luçonnais maillot blanc sont allés chercher une très belle victoire face à Bourg-Péronaz pour cette 30e journée de National. 42e minute, Abalil, bien servi sur ce centre et inspiré, tente une talonnade astucieuse poussée au fond des filets par Sissoko. Quelques minutes plus tard, Luçon manque de peu le doublé sur cette frappe lointaine. Avec cette victoire 1-0, Luçon se rapproche un peu plus de la Ligue 2, à 4 points de la 3e place tant convoitée, tout le monde veut y croire. Direction maintenant les Sables d'Olonne où Yann Eliès vient de remporter la solo maître coq 1 an après Jérémy Bayou. Jérémy Bayou justement qui se classe 2e juste devant Morgan-la-Gravière qui complète le podium. Une victoire qui récompense la régularité du skipper tout au long de l'épreuve. C'est vrai que les sables, ça ne m'a pas toujours porté chance parce que même l'année dernière sur la solitaire du Figaro, je rate une victoire d'étape à 47 secondes, quelque chose comme ça, juste derrière Gilles Damaé. Et puis c'est vrai que j'avais souvent mené cette épreuve les années précédentes, mais j'avais jamais réussi à la remporter. Donc voilà, c'est bien que ça se fasse un jour. Et pour finir, direction Saint-Hilaire-de-Riez pour les championnats de France par équipe de tennis handisport. Et ce sont les champions en titre qui s'imposent à nouveau et à domicile cette année. Le tennis fauteuil Riez-Océan a en effet gagné 8 des 9 matchs face à Toulon, Serguemines et Rue-le-Crotoy. Des victoires acquises notamment grâce à 2 joueurs de talent, Gordon Reed et Stéphane Houdet, parmi les meilleurs mondiaux. Un mot sur les résultats de nos joueurs de foot. En national, on vient de le voir, Luçon s'est donc imposé. Le Poiré-sur-Vie a fait match nul sur sa pelouse face à Fréjus-Saint-Raphaël. Et en CFA, défaite pour Fontenay-le-Comte quand les Herbiers reviennent avec une écrasante victoire.
On va terminer le journal avec la découverte d'un loisir encore peu connu en France. Il s'agit du cosplay, un terme composé de 2 mots anglais, costume et jouer. L'idée pour les passionnés est de se plonger totalement dans l'univers de leurs personnages, souvent tirés des mangas, des dessins animés ou encore des jeux vidéo. Alors en Vendée, les amateurs sont encore très peu nombreux pour le moment. Maxime Charrier nous a donc ouvert les portes de ce monde. Reportage d'Annelise Vinet. Tout en haut des escaliers se trouve le jardin secret de Maxime. Des piles de DVD et des dizaines de figurines remportées en concours, voilà l'univers d'un cosplayer. C'est ici que je réalise tous mes costumes depuis 2008, dans cette petite chambre, sur cette petite table, avec la vieille machine à coudre de ma mère. Une vieille machine à coudre de plus de 20 ans et des bouts de tissu, un strict nécessaire qui a permis à Maxime de créer soi-même ses costumes. Quand on est cosplayer, on a le système D, quoi. Il faut vraiment faire feu de tout bois. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais des fois, des simples petites choses peuvent devenir des pièces d'armes. Et les gens sont assez ébahis quand ils voient ça. De véritables shows en individuel ou en groupe auxquels le jeune cosplayer participe. Un défi artistique que Maxime aime relever. J'aime bien faire des choses un petit peu difficiles, un petit peu complexes. Ensuite, de différents univers, par exemple, celui-ci, c'est le prochain que je veux réaliser. C'est un personnage d'un jeu vidéo en ligne sur Internet. C'est un personnage chinois, Jin Zhao. Et j'aimais beaucoup le costume parce qu'il avait une tête de dragon. Serial killer, Joker, mais aussi Mickey. Au total, Maxime a créé une vingtaine de costumes en 4 ans. À ne pas confondre avec des déguisements. Ce terme de costume, on y tient parce que voilà, on réalise quelque chose de nos mains, de A à Z. C'est pas une simple petite chose achetée dans une boutique pour aller au carnaval. En Vendée, peu d'événements sont consacrés au cosplay. Un véritable combat à mener pour ces passionnés de fantastique. Et Maxime et tous les autres passionnés de cosplay devraient donc se retrouver le 23 mai prochain à Nantes à l'occasion du festival Passion Japon. Et avant le 23 mai, on va s'intéresser au temps prévu pour demain et il fera frais. La journée débutera avec de belles éclaircies, mais le thermomètre aura du mal à monter. Il ne fera pas plus de 15 degrés. Le point complet sur la météo, c'est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.